connaissez la loi des 20-80? Celle qui nous dit qu'agir sur 20% des causes permet de résoudre 80% d'un problème? On l'appelle aussi le principe de Pareto, du nom de l'économiste et sociologue italien qui l'a exprimé et qui a découvert ses applications. Vilfredo Pareto a vécu à la fin du 19e siècle, dans un monde bouleversé par le progrès technique et le développement effréné de la société. L'homme était très doué, très critique sur son temps et observateur, mais c'était pas un joyeux. Pour lui, croire que l'homme est animé par la raison est illusoire, et a fortiori, l'homme de pouvoir. Si je vous parle de lui, c'est parce qu'il est entré dans l'histoire pour sa formule, mais aussi pour sa théorie de la lutte des classes. Quand on parle de lutte des classes, on pense aux travailleurs qui s'opposent aux propriétaires du capital, patrons et actionnaires. C'est la vision socialiste classique. Pareto distingue aussi deux classes. Il les appelle les masses et les élites, et selon lui, c'est uniquement à travers de ces élites que se joue l'histoire de notre société. Plusieurs groupes d'élites qui partagent des idées et des principes communs se battent en permanence pour s'approprier le pouvoir et l'argent, pendant que les masses en subissent les conséquences. Ces groupes se composent d'experts avec des profils variés, issus de tous horizons, y compris des classes laborieuses, et à chaque génération, de nouveaux dirigeants apparaissent, montent l'échelle sociale et accèdent aux hautes fonctions en phase avec leur époque et les réalités de la vie. Quand un de ces groupes compte dans ses rangs suffisamment d'hommes et de femmes de qualité, il remporte le combat et le pouvoir, jusqu'à ce que ses compétences déclinent et qu'un autre groupe le chasse. Pareto résume ça par une seule maxime: l'histoire est un cimetière d'aristocrates. Je vous laisserai le temps de méditer là-dessus tout à l'heure, parce qu'au moment où je vous parle, il se passe quelque chose que Pareto redoutait. Un peu partout dans le monde, et en particulier dans les économies développées membres de l'OCDE, les élites ne se renouvellent plus, parce qu'elles ont pris soin de modeler la société, non pas dans l'intérêt général, mais pour leur convenance personnelle. Or, c'est un phénomène naturel et bénéfique, et Pareto a prévenu, s'il venait à s'interrompre, ce serait le début de la décadence de toute la classe dominante. Mais comment s'y sont-elles prises? Grâce à une poignée de stratégies, parfois légales, parfois moins, mais qui ont fait leurs preuves, et qui protègent leur patrimoine, leurs intérêts, leurs fonctions et celles de leur entourage. Selon Pareto, encore lui, les grands mouvements de notre histoire n'ont pas pour origine l'action des masses, mais celle de minorités élitistes qui se battent pour accéder au pouvoir. Le plus bel exemple reste la Révolution française, souvent résumée à tort à un soulèvement de classes laborieuses contre la tyrannie d'un système féodal dépassé, mené par un roi incompétent. En réalité, ce sont les élites de la haute bourgeoisie qui se sont élevées contre la noblesse pour mettre un terme à ses privilèges. Les masses, elles, subissent ou profitent selon qui dirige. Pareto s'oppose à Karl Marx et à sa vision socialiste, pour qui l'élite était constituée par les patrons et actionnaires, autrement dit les propriétaires de l'outil de production. Cette vision serait incomplète. Selon lui, le pouvoir est la seule chose qui définisse l'appartenance à l'élite. On appelle ça l'oligarchie, et sa théorie très critiquée à son époque se montre finalement beaucoup plus proche de la réalité actuelle. L'élite de Pareto inclut donc les dirigeants politiques, qui constituent l'élite gouvernementale ou encore la classe dirigeante, et les dirigeants privés, l'élite non gouvernementale, appelée aussi classe dominante, nos patrons, actionnaires, banquiers et autres riches propriétaires rentiers. Les deux se soutiennent mutuellement. La classe dominante sert d'intermédiaire entre les masses et les gouvernements, et à charge pour ces derniers de modifier les lois pour faciliter la vie de la classe dominante. Hélas, l'histoire montre qu'un tel système finit toujours par un partage inégal des richesses, du prestige et du pouvoir. Le renouvellement des élites est donc vital en ce qu'il permet de défaire ce qui a été fait. Le pouvoir change alors de main, les systèmes mis en place sont rompus, les flux s'inversent et l'histoire reprend sur de nouvelles bases. Mais plus maintenant. Parce que depuis quelques décennies, nos élites ont fait tout ce qu'elles ont pu pour modeler un nouveau système qui les protège, leur garantit de rester là où elles sont et de transmettre leur flambeau intact à leurs héritiers quand le moment sera venu. Ça ne s'est pas fait en un jour, il a fallu quelques années, plus ou moins 50, et quelques coups de pouce du destin. Il a aussi fallu que les conditions idéales soient réunies, que l'économie devienne mondiale, que les échanges se globalisent et que la finance se libéralise. L'informatique et la digitalisation ont fait émerger de nouvelles formes de richesse et faciliter la circulation des capitaux sur toute la planète. Ceux qui ont profité des retombées économiques de la 4e révolution industrielle sont aujourd'hui tous parfaitement intégrés aux élites, et dans une société basée sur la croissance et le profit, rien ne pourra plus les en faire sortir, même pas leur disparition, grâce au privilège de l'héritage. Comme le prévoit Pareto, le système devient de plus en plus inégalitaire. Chaque jour qui s'écoule, comme la richesse appelle la richesse, les élites gagnent plus de pouvoir, pendant qu'à l'opposé, les plus démunis sont encore plus démunis qu'avant.